Podcast chez Cavant, en collaboration avec Hockey Ballers, DA Sport, Deck pour qui s'abreuvoit, Rénovation Calfeutrage Alcam, Deck RDP, Future Generation Sport Collection Card, Cadence virtuelle. Prépare-toi, l'échec avant arrive dans ton écran, en direct, dans quelques instants. Podcast du 22 octobre 2024, c'est parti! Robidoux vers Duguay. Duguay attend patiemment. Vers Robidoux, un tir! Et le but! Jean-Simon! Robidoux, bidou, bidou! Et Jean-Simon Robidoux à la mise en jeu. La mise en jeu, c'est Franciscaise qui s'est rué sur la balle. Attention sur le bord de Robidoux, Franciscaise! Goal! Francis! Chase! Mesdames, messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à votre échec avant, le podcast sportif, là où tous les amateurs de sport se donnent rendez-vous en grand. Ce soir, premier segment, comme d'habitude, segment 100% NFL, le segment sur le terrain avec notre spécialiste, notre collaborateur, Pierre-David Bolduc. Comment vas-tu? Ça va pas mal mieux que pas mal de joueurs qui se sont blessés en fin de semaine dans la NFL. Toi, mon Marco? Effectivement, ça va très bien, ça va très bien. Ça a été encore une fois une grosse fin de semaine de football, des grosses prédictions encore une fois, là, une belle réussite. De chaque côté, encore une fois une égalité. Faut dire que Ouais. on s'accote, on veut pas qu'un mène le large. Ah Bon. ben, si t'étais pas enfargé les pieds dans les games du lundi soir avec tes Bucks, tu m'aurais battu pour une autre semaine. Eh oui, effectivement, mais bon, faut croire que j'ai pris un guess, je me suis planté, mais bon. Allons-y avec les matchs de la semaine 7. Donc, je vous rappelle, mesdames, messieurs, très simple. Comme à chaque semaine, on fait un retour. Dépendant là, du planning qu'on a, on essaie de faire tous les matchs. Sinon, on y va avec 10 matchs sur le nombre total qu'il y avait dans la semaine précédente. Ensuite, notre Power Ranking, meilleur top 5, pire top 5. Et on termine avec nos prédictions. Et aujourd'hui, s'en suivra le segment 100% LNH du haut de la passerelle. Donc, le duel du jeudi soir entre les Broncos et les Denver. Une victoire de Bo Nix et les Broncos. J'ai vraiment aimé ce match-là chez les Broncos. On s'est éclaté offensivement aussi. Bo Nix a eu une performance vraiment très bonne, là, 16 en 26, 164 verges, mais il a ajouté surtout 10 courses, 75 verges au sol. Donc un match de plus de 200 verges. Pas d'interception dans cette rencontre-là pour Bo Nix. J'ai vraiment vu là, des soubresauts un peu de talent, un peu à la Josh Allen, quand il était recru aussi, Josh Allen. Là. Je veux pas parler de Josh Allen maintenant puis faire une mauvaise comparaison avec Bo Nix, mais c'est deux carrières qui se ressemblent quand même. Bo Nix est capable d'improviser des jeux, aller au sol, être très physique là, dans ses courses. Tu sais, c'est rare cette année qu'on peut les voir en match de grande écoute. Les Broncos. Puis Bo Nix j'ai vraiment trouvé ça intéressant de le voir jouer. Vraiment ressembler à Josh Allen quand Allen était recru aussi. Contre, je pense qu'il est plus nerveux qu'Allen était dans sa pochette. Ça va être à travailler. C'est sûr que lui, il faut vraiment qu'il travaille là, son côté aérien. Mais par contre, de la manière qu'il court, de la manière qu'il joue, de la manière qu'il improvise des jeux, je trouve qu'il ressemble beaucoup à Josh Allen. Et au sol, un joueur que j'ai vraiment aimé chez les Broncos, Javonte Williams, 14 courses, 88 verges, 2 touchés au sol, a vraiment été physique là, dans toutes ses courses, là, était physique, essayait de ramasser tout le monde. Puis de l'autre côté, chez les Saints, on sait que Derek Carr est blessé. Ça a été vraiment très difficile pour Spencer Rattler, qui était un prodige, une étoile montante au niveau secondaire, mais ça se matérialise pas. Ça s'est pas matérialisé vraiment à l'université, sauf à sa dernière saison. Puis ça a été un choix tardif cette année au repêchage. Puis ça se passe pas bien là, pour Spencer Rattler depuis 2 semaines.
À suivre pour les Saints, à suivre. On a un gros match là, qui s'en vient dans la semaine numéro 8. On va en reparler là, en fin de podcast. Mais les Saints qui vont affronter les Chargers, ça risque d'être un bon affrontement. Autre rencontre parmi les 10 qu'on veut parler, les Vikings du Minnesota ont finalement subi un premier revers aux mains des puissants Lions de Détroit qui ont donné du gros football. Ça a débuté lentement pour les Lions, mais d'un coup que la machine a parti, là, on s'est installé. Exact, puis ça a été vraiment le match de la fin de semaine, j'ai trouvé. Puis les Vikings n'ont pas à rougir non plus de leur performance. Là. On s'est échangé l'avance dans cette rencontre-là. Finalement, les Lions ont réussi à gagner là, à la toute fin du match. Mais écoute, Jared Goff, on se rappelle, là, il y a quelques semaines, il avait réussi un match parfait, là, aucune passe incomplète. Jared Goff est arrivé à un 22 en 25, 280 verges, 2 passes de toucher. Jahmyr Gibbs, au-dessus de 100 verges au sol, 2 touchés au sol. Amon-Ra St. Brown, 112 verges par la passe. Vraiment, là, a vraiment été solide. Un petit bémol chez les Lions. Jameson Williams, le receveur de passe aujourd'hui, a testé positif à des produits dopants. Va manquer au moins les 2 prochains matchs. Et c'est sa 2e suspension en 3 ans. Hein. Ça fait 3 ans qu'il est dans la NFL. 2e suspension, dont une fois ça en année recrue. Sinon, chez les Vikings, du gros positif, là, Sam Darnold, Aaron Jones au sol, Justin Jefferson, là, les 3 canons fonctionnent à plein régime chez les Vikings. T'sais, on a perdu ce match-là, mais contre une des excellentes équipes dans la NFL. Fait, les Vikings, je trouvais qu'ils ont profité quand même de leur semaine de congé, même si c'était une défaite cette semaine. Mais c'est pas une défaite dramatique dans le sens qu'ils ont perdu contre les Lions. Notre ami Louis, notre fidèle auditeur, était sur place à Buffalo, où les Bills ont affronté les pauvres Titans du Tennessee et l'ont emporté aisément 34-10. Je partagerai pas les messages vocaux de plus tard en soirée, mais ceux-là du début de matinée puis dans l'après-midi faisaient du sens. C'était une belle journée à Buffalo et une grande victoire, une solide dégelée contre les pauvres Titans. 34-10. Mason Rudolph a été absolument pourri. Chez les Titans, sinon, Josh Allen, encore une fois, extraordinaire. On a profité là, de équipe mauvaise chez les Titans, chez Josh Allen. 21 en 33, 323 verges, 2 passes de toucher, 2 touchés au sol aussi. Au total qu'on a inscrit chez les Bills. Keon Coleman, solide la recrue, receveur de passe, 125 verges. C'était le premier match d'Amari Cooper avec sa nouvelle équipe qui s'est installée comme receveur de passe numéro 1. 4 réceptions, 66 verges, un beau toucher là, sur réception, là, une belle passe c'est un beau catch sur une passe, là, pas facile à attraper du côté de Josh Allen. Vraiment, là, c'était une journée absolument incroyable chez les Bills. Geno Smith et les Seahawks qui profitent de la rencontre contre les Falcons pour aller chercher un 4e gain cette saison. Ouais, ça m'a quand même surpris. Écoute, ça a été difficile pour Kirk Cousins, Bijan Robinson au sol, il a vraiment été bon chez les Falcons, mais par contre, Geno Smith a été bon. DK Metcalf était excellent, mais il faut faire attention, DK Metcalf s'est blessé. Ça peut faire très mal aux Seahawks. Notre receveur de passe numéro 1 qui s'est blessé dans ce match-là, c'est une parmi plusieurs superstars qui se sont blessés en fin de semaine. Les absences peuvent être à long terme, mais vraiment là, un match complet chez les Seahawks. On a dominé du début à la fin. On ne souhaite jamais de malheur à qui que ce soit, mais les Browns de Cleveland auront assurément un nouveau vent à Cleveland avec la blessure de Deshaun Watson. Ils pourront respirer tranquille et peut-être, qui sait, retrouver le chemin de la victoire. Ouais, ça dépend quelle décision qu'on prend. Déjà, d'avoir amené Deshaun Watson il y a quelques années, c'était une erreur terrible chez les Browns de Cleveland. Ensuite de ça, Joe Flacco amène cette équipe-là quand Watson s'est blessé l'année dernière, amène cette équipe-là en série. Qu'est-ce qu'on fait? On libère Joe Flacco, qui a gagné des matchs avec les Colts cette année. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on fait? On amène Thompson Robinson au poste de carrière, qui a été vraiment pourri en relève à Deshaun Watson. C'est blessé aussi. Finalement, on donne une chance à Jameis Winston pour finir le match.
Chez les Bengals, belle victoire. On n'avait pas d'adversaire. Chez les Browns, cette équipe-là, c'est l'équipe qui me déçoit le plus cette année. Avant les Bengals, avant les Dolphins, parce que les Dolphins, Tua a été blessé. Mais chez les Browns, là, vraiment, là, la direction est à pointer du doigt dans le désastre de cette saison-ci. J'espère qu'on n'ira pas vers Adrian Thompson-Robinson dans le prochain match. J'espère qu'on va y aller avec Jameis Winston parce que c'est sûr que c'est une défaite assurée sinon. Un match qui a été bon à regarder, mais qui malheureusement là, aura donné une défaite aux Texans. C'est la rencontre entre les Packers et les Texans. Une belle victoire de Green Bay. Ouais, belle victoire. Puis tu sais, on vogue sur la saison dernière aussi. Grosse fin de saison l'année passée chez les Packers de Green Bay. On vogue là-dessus cette année. CJ Stroud, ça a vraiment été difficile. Faut pas se fier non plus au 24-22 de ce match-là. 10 en 21, seulement 86 verges par la passe. C'est rare qu'on va voir ça de CJ Stroud qui est vraiment très solide. Par contre, les Texans ont été sauvés par Joe Mixon. 25 courses, 115 verges, 2 touchés au sol. Mais tu sais, on a marqué des points là, en toute fin de match chez les Packers, se sauver de la victoire là aussi. Là, tu sais, 2 interceptions chez les Texans. Là, on a failli on a pris l'avance dans ce match-là. Finalement, on l'a perdu à la toute fin, sur un botté de placement. Jordan Love, du côté des Packers, oui, 2 interceptions, mais on a juste assez fait pour gagner avec 3 passes de toucher de son côté. Josh Jacobs était bon au sol, mais vraiment, les Packers ont réussi à se sauver avec la victoire contre un adversaire qui est jamais facile à battre. Les Eagles de Philadelphie, les fameux Eagles, ont profité de l'adversaire qui était les Giants de New York pour l'emporter aisément 28-3. Ah, je vous parle pas de ce match-là pour parler des Giants. Ils ont benché Daniel Jones à la fin du match. Il était absolument temps parce que vraiment, Daniel Jones s'empoche le 40 millions par année à être extrêmement mauvais. Mais je voulais parler de ça à cause que Saquon Barkley, une autre décision d'organisation absolument terrible chez les Giants. Saquon Barkley jouait contre son ancienne équipe pour la première fois à New York. 17 courses, 176 verges, un touché au sol. Jalen Hurts a fait sa petite job-in de victoire de 28-3. La reprise du dernier Super Bowl entre les Chiefs et les 49ers de San Francisco. Les Chiefs toujours invaincus. Les Chiefs sont invaincus. Patrick Mahomes, 0 passe de toucher, 2 interceptions. Ils ont gagné 28-18 contre les Niners. Qu'est-ce qui est arrivé? Purdy a perdu toutes ses armes. Brandon Ayuk finit pour la saison dans ce match-là. Deebo Samuel s'est blessé. On se retrouve avec pas d'Ayuk, pas de McCaffrey, pas de Samuel. Le monstre à 3 têtes, il reste juste George Kittle là-dedans. Il peut pas faire tout ça, c'est un tight end. Brock Purdy a lancé 3 interceptions dans ce match-là. Écoute, ça a été vraiment très difficile. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire chez les 49ers, mais ça prend de l'aide parce que sinon, les séries éliminatoires vont nous filer entre les doigts là, si ça continue chez les 49ers. Les Chiefs n'ont pas joué un gros match. Là. On en a juste fait assez pour aller chercher des victoires, une victoire sur la route parce que on n'a aucune arme offensive chez les Niners. Là, Ayuk est fini pour la saison. Les autres qui sont blessés, est-ce qu'ils vont revenir d'ici la fin de la saison ou c'est fini également? McCaffrey devrait revenir, mais pas à 100%. Deebo Samuel manque des matchs, revient. On le fait jouer blessé. C'est vraiment pas une bonne situation là, chez les Niners. Il y a vraiment juste Brandon Ayuk, là, c'est fini pour la saison. Ça fait très mal parce que c'est ton receveur de passe numéro 1. Les Steelers de ton boy Russell Wilson l'ont emporté contre A-Rod et les Jets qui n'ont pas vraiment été présents dans la rencontre là, après les 2 premiers quarts. Ouais. Sauf au premier quart, là, ça n'a vraiment pas été facile pour les Steelers. Puis Russell Wilson, ça a vraiment été catastrophique. Puis là, je me grattais la tête parce que mon boy, Justin Fields, my boy, s'est fait bencher avant ce match-là. J'étais contre la décision. Je suis encore contre la décision. Contre Russell Wilson, c'est très bien repris par la suite parce qu'il a connu un solide match au final. 13 en 29, 264 verges, 2 passes de toucher, ajouter un touché au sol, donc 3 touchés combinés pour lui. Najee Harris au sol, plus de 100 verges, un touché. Mais celui que je veux retenir l'attention, un joueur non repêché, signé cette année avant le camp d'entraînement, Biani, je vais peut-être botcher son prénom, là, Biani Bishop, un maraudeur, 2 interceptions dans ce match-là, a vraiment été la clé. Il a fait une interception dans zone début, là, quand Aaron Rodgers allait très bien en début de match. Là.
Bishop fait une interception. Ça a vraiment changé le vent dans les voiles pour les Steelers. Puis Russell Wilson aussi, le déclic de son côté. Bishop a été le déclic défensif, mais le déclic du côté de Russell Wilson, il y a une longue passe qu'il a tentée en troisième essai est long, je pense. Une longue passe qu'il a tentée là, de 44 verges à George Pickens. Ils ont connecté. Pickens a connu un match extraordinaire, a capté 3 passes dans les zones profondes de Russell Wilson, qui a vraiment là, été capable d'aller chercher ses receveurs de passes dans les zones profondes. Wilson, on sait, là, toute sa carrière, ça a été ça, son pain et son beurre. Puis il l'a encore une fois prouvé. Je suis pas pour la décision que Mike Tomlin a prise. Par contre, Russell Wilson a livré la marchandise. Est-ce qu'il y a des Puis, équipes... ben, Est-ce qu'il y a des équipes à travers la NFL, on peut parler des Browns, qui est bon, on sait que leur saison est terminée, mais est-ce qu'il y a des équipes en difficulté présentement qui sont à la limite des portes pour une place en série, qui pourraient cogner à la porte des Steelers pour un gars comme Justin Fields? Moi, je pense tout de suite, dépendamment de la blessure, on parlera pas du match parce qu'ils ont affronté les Panthers de Caroline, mais les Commanders de Washington sont en très bonne position, très bonne équipe pour faire les séries éliminatoires. Jalen Daniels s'est blessé malheureusement en fin de semaine aux côtes. Ça avait l'air extrêmement difficile. On parle d'un cas incertain pour en fin de semaine, mais si on s'aperçoit que la blessure est plus importante, moi, je pense qu'on peut vraiment cogner à la porte des Steelers. Ça me surprendrait que les Steelers fassent ça comme move, mais quand même, il y a plein d'équipes. Là. À un moment donné, les Giants, pour elles, là, ils perdent leur match, mais ils sont pas si poches que ça. Là. Ils ont une excellente défensive. Il leur manque juste un carrière chez les Giants. On pourrait cogner à la porte là, des Steelers. On est loin d'une place en série, mais quand même, il y a tellement d'équipes qui pourraient vraiment s'améliorer avec lui. Mais je pense vraiment qu'on va garder notre duo en cas de blessure chez les Steelers parce que les Steelers visent une grosse place en série. Là. Si on échange Justin Fields puis Russell Wilson se blesse, on n'a plus rien après. Là. Non, 100% d'accord, et ça va être une situation à suivre là, dans les prochains jours, prochaines semaines. Dernier match à revenir sur la semaine numéro 7, c'est entre les Ravens de Baltimore et les Buccaneers de Tampa Bay. Ça a été un match chaudement disputé, mais les Buccaneers qui ont été absents au deuxième et au troisième quart ont raté le train là, dans cette rencontre. Oui, chaudement disputé, surtout en début de match. Après ça, les Ravens, quand ils se sont mis en marche au deuxième quart, là, on est absolument intouchable. La défensive s'est mise à bien jouer. Marlon Humphrey, avant d'être blessé, 2 grosses interceptions qui a été un déclic dans ce match-là aussi. Des interceptions. Puis à un moment donné, Derrick Henry s'est mis à fonctionner. 15 courses, 169 verges pour Derrick Henry. Il y en a une là-dedans de 88 verges, par contre. Lamar Jackson a été absolument incroyable. 5 passes de toucher dans ce match-là, 17 en 22, 281 verges par la passe, ajouté 9 courses, 52 verges. Ça a été encore une fois, ça va être encore une fois le double MVP de suite. Lamar Jackson, selon moi, je peux déjà le caler à moins d'une blessure. A connecté aussi dans les zones profondes avec Rashad Bateman, 121 verges. Écoute, Baker Mayfield, je ne veux pas m'endormir sur son 370 verges parce qu'on a été chercher des longs gains en deuxième demi quand le match était genre 31-10 ou 37-10, je me souviens plus exactement où on était où, là, mais c'était beaucoup de calories vides dans son cas. 2 gros blessés. Mike Evans, futur membre du temps de la renommée, cap sa 100e passe de toucher hier, ce qui est historique. Contre se blesse, ça a l'air quand même grave. Chris Godwin, selon moi, ils l'ont pas dit encore, mais blessé gravement. Ça va être une saison terminée pour Chris Godwin. Ça commence à ressembler à ce que les Niners ont comme blessure. On a perdu nos 2 meilleurs receveurs de passe dans le même match. Evans, Godwin, c'est absolument terrible chez les Buccaneers de Tampa Bay. Mayfield ne pourra pas faire tout seul. Non, assurément, et ça va être là également à suivre la situation des Buccaneers, à voir comment ils vont être en mesure de gérer la blessure de Godwin. Allons maintenant vers notre Power Ranking, meilleur top 5, pire top 5, max 6 dans la NFL. Pierre-David, je t'écoute. Ouais, je ne sais pas si on a les mêmes équipes. La semaine passée, j'avais mis Chiefs, Ravens, Vikings. J'ai Chiefs, Ravens encore cette semaine, 1 et 2. Les Ravens sont inarrêtables avec 5 victoires de suite. Ensuite de ça, les Lions, énorme statement contre les Vikings.
dans le Power Ranking de la semaine passée, j'avais Vikings en 3, Lions en 4. Ce que j'ai fait, les deux équipes ont joué des bons matchs, mais les Lions ont gagné. J'ai mis les Lions en 3, les Vikings en 4, les Vikings en 4. Et je clore la marche avec l'excellent travail d'Amari Cooper, les Bills en 5. Pour moi, réintègre le top 5. Et j'ai sorti les Texans. Quelques matchs, coup-ci, coup-ça, là, de CJ Stroud cette année. Je sors les Texans, mais ils sont vraiment pas loin. Là, je vais être honnête avec toi. Je me suis fucké dans mon top 5. J'avais oublié les Ravens que j'avais mis la semaine passée, puis j'ai enlevé, je sais pas pourquoi. Fait que là, je viens de les remettre. Donc, J'espère que ouais, t'es ouais, remis non, parce non, que je les ai remis. C'est ça, quand tu m'as dit Ravens, j'ai dit où sont les Ravens sur ma feuille? les Ravens de Baltimore, la seule raison pourquoi les Chiefs sont en avant, c'est parce que les Chiefs sont invaincus et ils ont battu en début de saison les Ravens. Mais les Ravens de Baltimore, les 5 derniers matchs depuis presque un mois et demi, sont absolument, c'est des trains, là. Ils sont inarrêtables. Je ne sais pas qui vont les arrêter. En fin de semaine, ils pognent les Buccaneers, mais les Buccaneers avec les blessés qu'on a parlé, on va en parler tantôt, mais les Ravens sont inarrêtables. Pas les Les... Buccaneers, ils viennent affronter les Buccaneers, excuse-moi. Ouais, là, Il les semble. Ravens vont affronter Ils vont affronter les Browns. Ils les vont affronter les Browns. Browns avec aussi une multitude de blessures. Ouais. Ok, moi j'ai mis les Chiefs, les Ravens, les Lions, les Bills et les Vikings. Et j'ai mis au 6e rang les Steelers et au 7e rang les Texans. Donc les Texans là, qui ont pris une petite drop. Eux qui étaient 3e dans mon top 5 la semaine passée. On joue du bon football du côté des Texans, mais les derniers matchs n'ont pas été si convaincants que ça. Si on regarde justement les équipes qu'on a placées dans le top 5, là, les Lions qui ont joué du gros football, les Ravens sont sur une séquence, les Vikings qui ont perdu leur premier match, mais n'ont pas à se cacher de leur performance contre les Lions. Ouais. Les Bills qui sont sur une séquence, les Chiefs toujours invaincus, donc voilà. Allons vers le top 5 des pires Max saucisses maintenant. Je crois que là, à ce niveau-là, on risque d'avoir une certaine ressemblance. Oui, mais il y a du choix. Il y a du choix. Honnêtement, là, j'aurais pu pousser ça à 7, 8 à cause des blessés, à cause des équipes qui sont dans un creux de vague. On peut en ajouter des équipes, là. En 1, les Panthers, Pats, ça reste pour moi. Ensuite de ça, j'ai mis les Titans. Les Titans, là, ça fonctionne pas du tout. Mais encore une fois, on aurait pu mettre beaucoup d'équipes là. J'ai les Browns en 4, ça aurait pu être en 3. J'ai les Saints en 5, parce que les Saints, ça fonctionne pas du tout. J'aurais pu mettre les Dolphins, les Raiders, quel autre mauvais club que sûrement que t'as dans ton numéro, dans Écoute, ton... moi là, j'ai les Panthers premier, les Pats deuxième, les Browns troisième, les Titans quatrième, les Giants cinquième. J'ai mis les Jags 6e parce qu'au-delà de leur victoire, moi, les Jags, pour moi, c'est mort. Puis j'ai mis les Dolphins, entre parenthèses, 7e. Les Saints, ça aurait pu être un choix de plus également. Là. J'ai pas mis les Dolphins là-dedans, j'aurais pu aussi, parce qu'on sait que quand Tua va revenir, donc la semaine prochaine, ça va être mieux déjà. Fait que je les mets pas là. Oui, mais encore ben, là, Tua va revenir, mais Tua, je veux dire... Tu sais, pour eux, ils vont nous dire que Tua est à 100%. Est-ce que Tua va être réellement à 100%? Tua va... C'est sûr que le gars, ça va lui prendre un certain laps de temps pour se remettre dedans. Et, est-ce qu'au premier contact que Tua va avoir, Tua va retomber? Il a dit qu'il va continuer à jouer jusqu'à la fin de sa vie. Fait que, il est prêt à laisser sa vie sur le terrain. Il l'a dit en conférence de presse hier. Fait que, il n'y a rien à faire. Allons maintenant vers nos prédictions de la semaine numéro 8. Il nous reste un gros 7 minutes, donc on va y aller là passablement rapide, mais on a encore du temps. Football du jeudi soir entre les Vikings et les Rams. Ouais, il y a un gros 16 matchs, fait qu'on va faire ça rapidement. Vikings-Rams, pour moi, je me laisse pas... les Rams ont été perdre hier, je pense. Non, pas hier. Oui, hier. Hier, c'était Chargers qui a perdu contre les Rams ont battu les Raiders la semaine dernière. Ouais, exact. Je me laisse pas endormir par leur victoire. Les Vikings ont joué un très bon match la semaine passée. J'y vais avec les Vikings sur la route. Même chose pour moi. Eagles-Bengals. Eagles-Bengals. Écoute, les Eagles, je
Laisse-moi dormir sur les verges de Saquon Barkley. Je pense que les Bengals peuvent sortir ça à domicile. Peuvent sortir gagnant de ça. Jalen Hurts m'inquiète quand même cette année, là. À part du dernier match, ce ne sont pas des gros matchs. J'y vais avec les Bengals à domicile. J'y vais avec les Eagles sur la route. J'ai eu une hésitation, mais je pense que les Eagles vont reprendre le dessus peu à peu, là. Puis sans avoir de grosses performances, je pense que Jalen Hurts dans l'ombre des performances de Saquon Barkley, si ça reste en constance, les Eagles pourraient l'emporter. Ouais, ils en font assez pour gagner. Ouais, exactement. Ravens, Browns, je pense que le choix est évident. Les Ravens qui vont l'emporter. Ravens. Pour toutes les raisons que vous voulez, Ravens. Titan, Lyon à Détroit. Les Lions pour moi. Sans équivoque. Un duel qui peut être intéressant entre les Colts et les Texans. Les Texans vont rebondir là, à domicile à Houston. Les Colts, je leur enlève rien. J'aime beaucoup Anthony Richardson. Ils ont gagné le dernier match. Mais par contre, j'y vais avec les Texans. Texans également. Jacksonville, Green Bay à Jacksonville. Pour moi, mon choix, c'est Love et les Packers. Sans équivoque aussi. Je pense que ça va être... les Jags ont bien paru le dernier match parce qu'on affrontait une équipe mauvaise, mais la réalité va les rattraper. Kyler Murray qui affrontera Tua Tagovailoa et les Dolphins à Miami. Je les aime vraiment pas cette année, mais je vais avec les Cards sur la route pareil. Je vais y aller avec les Cards sur la route également. J'ai pas confiance aux Dolphins. Puis honnêtement, même avec le retour de Tua, j'ai des doutes. Jets, Pats. Jets sans équivoque. J'y vais avec les Jets, même si Aaron Rodgers me fait de plus en plus peur. Ah, mais là, tu peux pas perdre contre les Pats, c'est impossible. À un moment donné, ils ont été chercher devant Adams. Donc, pour de vrai, oui, mais ils ont de la misère à mettre des points au tableau. Oui, ben on a perdu. On a mis 15 points au tableau là, la semaine passée. Là. Non, c'est ça? Ouais, mais contre les Steelers, oui, mais bon début de match pareil. Moi, je pense que si on a un bon début de match, encore une fois, chez les Jets, surtout contre les Pats seront pas capables de revenir. Falcons, Buccaneers. Tous les blessés chez les Bucks, hein. C'est ça, là. J'avais mis les Bucks sur ma feuille, mais là... Moi aussi, j'ai mis les Bucks. On dirait qu'ils ont quand même de la profondeur, les Bucks. Il y a qui est blessé? Il y a Godwin? Tout le monde. Tout le monde est blessé? Tous les receveurs de passe. On a Jawan Jennings, puis on a le Parcel, leur choix de première ronde qui s'est fait tirer. Il me semble que même au-delà des blessures, on parvient à mettre des points au tableau. Je vais conserver les Bucks. Je vais conserver les Bucks, mais je serais pas surpris pour être les... Si Kirk Cousins sort une grosse performance du côté des Falcons, je serais pas surpris de les voir gagner. On parle des Bucks. Moi, je suis en train de nommer les receveurs de passe des 49ers. Les deux équipes ont les mêmes problèmes. Ils n'ont plus de receveurs de passe. Là, je vais avec aussi les Bucks. Je vais avec les Bucks pareil. Je garde mon call. Probablement l'un des meilleurs duels de la fin de semaine entre les Bills et les Seahawks de Seattle. À Seattle, je pense que ça va être un bon duel à regarder. À 16h05 dimanche, j'y vais avec les Bills contre Geno Smith et les Seahawks. Et aussi avec les Bills, j'aime les armes qu'on ajoute en attaque. Je pense qu'on va en avoir assez pour les battre. Saints, Chargers. Les Saints toujours privés de Derek Carr. Je pense que les Chargers vont l'emporter. Les Chargers à domicile. On a trouvé un bon entraîneur-chef chez les Chargers. Justin Herbert est là aussi. Fait que, Panthers, Broncos à Denver. Je m'arrange du côté des Broncos. Sans équivoque. Ça, c'est un gros match. Hein? Les Broncos là, peuvent avoir une fiche de 5 victoires, 3 défaites après cette rencontre-là. Les Chiefs, toujours invaincus, visiteront les Raiders à Las Vegas et sortiront encore une fois invaincus. Aucun doute. Les Bears de Caleb Williams affronteront les Commanders de Washington avec un Jaden Daniels sous point d'interrogation. Exact. On n'est pas sûr que c'est Jaden Daniels. Ça serait tellement beau si c'est Caleb Williams, choix de première ronde, premier au total l'année passée, contre Jaden Daniels, choix de première ronde, deuxième au total du dernier repêchage, 1 contre 2. Ça aurait été vraiment incroyable de voir ça. À cause que Daniels, s'il joue, il n'est pas à 100%. Et s'il joue pas, j'y vais avec les Bears de Chicago. Si Jaden Daniels joue, je prends les Commanders. Et si Jaden Daniels ne joue pas,
j'y vais avec les Bears de Chicago. Match à regarder en fin de semaine. Match à regarder assurément en fin de semaine. 16h25. On se dépêche. Il reste une minute. 2 matchs. Dallas, San Francisco. Est-ce que les Cowboys pourraient profiter des nombreuses blessures du côté des Niners pour l'emporter à San Francisco? Les Cowboys qui ont été au repos la semaine dernière. Oh, ça change la donne. On était tellement poche, là. On était tellement poche. Moi, pour mon vote. Moi, là, honnêtement, je me range du côté des Cowboys parce que il y a trop de blessures du côté de San Francisco. Puis on est reposé du côté des Cowboys. Puis là, on n'a plus le choix là, du côté de Dak Prescott et les Cowboys. C'est là ou jamais, là, parce qu'on est en train de s'enterrer nous-mêmes. Là. Football du lundi soir. Aussi. Steelers, Giants. Je crois que les Steelers vont l'emporter. Peu importe c'est qui le corps arrière. Steelers gagnent. Juste avant, les Cowboys, pour moi, gagnaient aussi. Parfait. Donc, Pierre-David, 19h exactement, fin du segment sur le terrain, 100% NFL. On se dit à la semaine prochaine. Mesdames, messieurs, on accueille maintenant nos 2 collaborateurs pour le segment 100% LNH du haut de la passerelle. Cédric Paquette, la voix mielleuse de votre échec avant, et un invité qui est là avec nous pour, généralement, les segments MLB, pardon. MLB. Par l'avoir. On n'a pas fait beaucoup, on a fait un jusqu'à présent. Mais là, il est là avec nous pour le segment LNH. Il est venu en renfort pour venir discuter avec nous du Canadien de Montréal. Messieurs, comment allez-vous? Ça va bien, vous autres? Ça va super bien. Les boys, le Canadien qui affronte ce soir les Rangers de New York au Centre Bell. Mais avant de parler de cette rencontre-là, on va revenir sur les derniers matchs depuis le dernier podcast. Donc, le match de... Là, je veux pas me tromper. Le match de jeudi dernier et le samedi dernier. Donc, il y avait 2 matchs depuis le dernier podcast. On va commencer par celui contre les Kings de Los Angeles. Ça, les gars... Les Kings étaient 2 matchs en 2 soirs, étaient sur une longue séquence de matchs à l'extérieur en raison de leur building qui était supposé être en rénovation, ce qui n'a pas été fait. Est-ce que le Canadien a pris à la légère les Kings lors du match du jeudi au Centre Bell? Puis aller, Christopher. Personnellement, moi, de mon côté, je pense que oui. Tu sais, 2 matchs en 2 soirs. Les Canadiens, pas un deuxième match en 2 soirs, un soir seulement en 2. Les Kings, ils ont bien performé le soir même contre les Canadiens et l'autre d'avant. Écoute, je pense que la troupe de Martin Saint-Louis se sont dit, ils jouent 2 matchs en 2 soirs. On va y aller mollo avec eux, mais malheureusement, ça nous a donné le résultat qu'on voulait pas par la marque de 4-1. Écoute, je pense qu'il va falloir qu'ils reprennent de l'avant un peu. Cédric? Ouais, je suis d'accord avec ça. Je pense qu'on les a pris un peu à la légère. Je pense qu'on s'attendait peut-être à un match plus facile. Les Kings, si je ne me trompe pas, n'avaient pas un incroyable début de saison là, dans les matchs qui précédaient. Donc, je pense qu'on a pris ça un peu à la légère. Puis je pense qu'on a vu aussi là, qu'il va peut-être falloir en donner un petit peu plus en offensive. Là, si je ne me trompe pas, ça a terminé 4-1. Donc, les Canadiens qui ont juste compté un seul but là, dans ce match-là, ce qui est juste pas assez. On n'a pas un gardien de but là, en arrière. Montembeault a réussi à aller voler un match contre Toronto, mais on sait que ça n'arrivera pas tous les soirs. Là, il faut en donner plus à l'attaque. Non, effectivement, le seul compteur pour le Canadien, c'est Justin Byron de Cole Caulfield et Nick Suzuki. Ça en est suivi Mickey Anderson, Alex Laferrière, Andreas Englund et Adrian Kempe. Les tirs ont terminé 32-27 en faveur des Kings. Donc Montembeault quand même 28 arrêts sur 32 lancés. Montembeault qui poursuit sur sa belle séquence. L'avantage numérique du Canadien qui n'a pas fonctionné, 0-5. De l'autre côté, 0-2 pour les Kings. Canadien qui a donc fini 2-2 en désavantage numérique et les Kings 5-5 en désavantage numérique. Les gars, Cédric, on en parlait la semaine dernière avec Simon. Quand ton équipe se voit octroyer 5 avantages numériques, tu te dois d'inscrire au moins un but en avantage numérique. Depuis le début de la saison, on l'a vu, c'est 1-5, 1-4, 1-6. Est-ce que le Canadien va finir par être régulier sur l'avantage numérique ou si on va assister encore une fois
à des montagnes russes comme les dernières saisons? J'espère que ça va se placer puis qu'on va trouver un rythme. Tu sais, des 1 en 4, c'est pas nécessairement mauvais. Là. 1 en 4, ça donne 25%. Mettons, sur la saison au complet, c'est quand même un avantage numérique assez solide. Mais là, pour l'instant, on est encore presque en montagne russe. Là, faut pas oublier Alex Burrows qui a quitté l'organisation du Canadien. Donc, je pense qu'on est encore dans la période d'ajustement où Martin Saint-Louis essaie de s'occuper de l'avantage numérique. Moi, je pense que ça prendrait vraiment un spécialiste de ça derrière le banc. Là. Je pense pas que l'entraîneur-chef devrait donner tant de ressources sur l'avantage numérique. Je pense qu'il devrait gérer l'ensemble de l'équipe. Mais je pense qu'on est encore dans la période d'adaptation. Si ça fonctionne pas, j'ose espérer qu'on va essayer d'aller chercher un entraîneur pour ça. Mais pour l'instant, je pense qu'on peut pas paniquer encore. Il y a des joueurs qui vont continuer de s'améliorer. Je pense à Slavkovski, Caulfield qui a un bon début de saison. Je pense qu'il va continuer d'y aller de plus en plus fort. Donc je pense que ça peut se placer, mais sinon j'aimerais ça qu'on aille chercher quelqu'un qui peut aider avec ça. T'as amené un point important, Cédric, puis je vais diriger ma question vers toi, Christopher. Cédric, t'as parlé du fait que Martin Saint-Louis, depuis le départ d'Alex Burrows, a pris l'avantage numérique sous son aile. Ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que Martin Saint-Louis est quelqu'un d'axé sur l'attaque, sur l'offensive. On a vu jusqu'à maintenant, depuis le début de la saison, ça semble fonctionner sur quelques aspects, notamment l'entrée de zone, le fait que la rondelle, il y a une meilleure circulation, on met la rondelle au filet plus souvent, on n'est pas capable de compléter. Tu as parlé du fait que Martin Saint-Louis devrait peut-être éventuellement se concentrer sur coacher la game à 5 contre 5 puis avoir un spécialiste justement de l'avantage numérique. Christopher, est-ce que le fait que Martin Saint-Louis ait 2 postes, entre guillemets, fait en sorte là, qu'il y a peut-être des choses qui sont moins bien gérées à la fin d'un match? Écoute, ça dépend dans quelle vision que vous le voyez un peu. Si tu prends le côté coaching, oui, tu as de la job à faire, tu as des points à suivre. À niveau à l'attaque, oui, tu as des points. Mais oui, ça peut affecter un peu ton niveau coaching parce que tu sais plus où aller après par la suite dans le milieu du match. On dit que l'entraîneur-chef doit gérer sa game dans la game, comme qui dit Martin Saint-Louis. Et s'il est obligé de gérer 2 postes en même temps, peut-être que pour lui, ça va être un peu difficile. Et donc, c'est pour ça que j'aime le point à Cédric de peut-être d'amener un autre entraîneur pour s'occuper de l'attaque, justement, pour compléter le poste que Alex Burrows avait au sein du Canadien de Montréal. Est-ce que le Canadien de Montréal pourrait considérer, puis là, je lance ce nom-là au hasard parce que je suis en train de me demander dans ma tête qui est-ce qu'on pourrait amener pour aider l'avantage numérique du Canadien. Est-ce qu'un gars comme Guy Boucher pourrait être une solution à court ou à moyen terme pour le Canadien? Je suis pas certain que Guy Boucher, ça serait un entraîneur d'avantage numérique. Moi, le nom qui me vient en tête, là, c'est quelqu'un qui est déjà dans l'organisation, c'est Vincent Lecavalier. Moi, je pense que c'est un gars qui pourrait prendre ce poste-là en arrière du banc. Présentement, il est conseiller, là, je sais pas exactement c'est quoi son titre de poste présentement avec les Canadiens, mais il est déjà dans l'organisation. Puis, c'est un autre nom là, qui est un ancien coéquipier à Martin Saint-Louis. On a vu justement Martin Saint-Louis est arrivé, a été chercher Vincent Lecavalier, donc peut-être d'autres joueurs avec qui il a joué comme Brad Richards pourraient occuper un poste comme ça. Moi, j'aimerais ça voir Vincent Lecavalier prendre ce poste-là. Il y a peut-être un rôle là, qu'on connaît pas exactement en tant que fan. Si on n'est pas dans l'organisation, on ne sait pas exactement qu'est-ce que Vincent Lecavalier fait pour le Canadien présentement. C'est un poste qui est très important. Là. Je crois que de mémoire, Vincent Lecavalier est conseiller au niveau des recrutements puis des opérations là, pour diriger les recruteurs pour justement là, aller voir les scouts puis les jeunes de mémoire. Puis je crois que Vincent Lecavalier, un peu comme Alex Burrows a choisi de faire dans l'entre-saison, il ne voulait pas avoir un poste à temps plein avec le Canadien sur place pour consacrer du temps à sa famille. Donc, c'est sûr qu'assurément, le Cavalier serait, pour ma part, l'une des meilleures idées sur la table, mais j'ai des doutes que ça pourrait arriver ensuite. Tu as parlé de Richards. C'est sûr que Richards pourrait amener une philosophie complètement différente, mais je me demande si du côté de Martin Saint-Louis, là, on regarde vraiment à l'extérieur, au travers de la Ligue nationale, ou si on essaie de regarder là, dans le noyau qu'on a déjà. Mais je pense que du côté du Canadien, de Jeff Gorton, de Kent Hughes, on va peut-être attendre là, la mi-saison avant de prendre des décisions.
Mais je pense que tôt ou tard, là, rendu fin décembre, janvier, si l'avantage numérique ne fonctionne pas, je serais pas surpris là, qu'il y ait des changements. Allons-y, les gars, maintenant avec la rencontre entre les Islanders et le Canadien, une rencontre que j'ai plus ou moins suivie. J'ai plus regardé la troisième prolongation et les tirs de barrage. Défaite du Canadien 4-3 aux mains des Islanders. On a joué un peu de hockey de rattrapage au courant du match. Cole Caulfield qui était maintenant 6-6. Son cinquième but en avantage il a marqué son cinquième but en avantage numérique. Son sixième but également en troisième période. Là, je regarde les statistiques rapidement. Si j'arrive à l'avoir. Ce sera pas bien long. Bon, je vois pas les statistiques au niveau de l'avantage numérique. Combien on a fini. Mais bon, comment avez-vous trouvé, là, somme toute, là, la rencontre entre les deux équipes? Allez, si tu veux, Cédric. Ouais, moi, j'ai pas pu regarder le match beaucoup non plus. J'ai juste vu là, que ça s'est terminé en tir de barrage, que ça a pris quelque chose comme 9 rondes. Là. J'ai vraiment pas pu regarder la rencontre, malheureusement. Fait que tu peux y aller, Christopher. Écoute, on s'est battu de la première période jusqu'à la fin. Ça se voyait que les gars étaient là pour aller chercher une victoire. En première période, je te dirais que le jeu était de moyen-moyen. En venant en deuxième période, maintenant, le Canadien a sorti leur jeu robuste, tout comme en troisième période. Et là vient le temps de la prolongation des tirs de barrage. Les tirs de barrage, 9 rondes. 9 rondes, je peux-tu vous dire que les gardiens étaient fatigués un peu à la fin. C'est rare que tu vois 9 rondes dans des tirs de barrage. Dernière fois qu'on a vu ça, c'était il y a longtemps. Et ça m'a surpris. 9 rondes. Vous, est-ce que ça vous surprend 9 rondes pareil en tir de barrage? Ben écoute, pour ma part, dans un match chaudement disputé où, tu sais, les gardiens ont fait moyennement le travail. Tu sais, d'un côté, Semyon Varlamov s'est fait battre d'un tir quasiment parfait de Emil Heinemann. Caden Primo qui a joué un peu de chance à quelques reprises, était battu, on a touché le poteau, on n'a pas été capable de terminer le travail. Donc, tu sais, quand tout ça s'enchaîne, c'est probable que ça arrive. Ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, c'est vrai que même on dirait que pour les amateurs qui regardent ça à la télé, ça devient long. Moi, j'avais hâte que ça finisse. Les gars, l'avantage numérique, c'est simple. 100% d'efficacité, 1-1, le but de Cole Caulfield. Le désavantage numérique qui fonctionne encore très bien. On est 5-6 en désavantage numérique. Mais là, ça m'amène à une question. Le désavantage numérique fait le travail, mais là on est sur une moyenne de pénalités par match assez importante. On joue entre 4 et 6 pénalités par match. On est chanceux que le désavantage numérique fasse le travail, mais est-ce qu'on doit prendre 1 ou 2 pas de recul pour regarder qu'est-ce qui fonctionne pas, Cédric? Ben absolument, là, il y a quelque chose qui va pas, parce que là, pour l'instant, ça fonctionne bien, on est correct sur le désavantage numérique. Mais au fil de la saison, les gars qui jouent beaucoup de minutes à cause de ces désavantages numériques-là vont devenir peut-être un petit peu plus fragiles, plus susceptibles à être blessés. Puis c'est quand ces gars-là commencent à se blesser, des gars comme Evans, des gars comme Armia, des gars comme présentement Josh Anderson, commencent avec une petite blessure, un ou deux qui est blessé en même temps, le désavantage numérique va s'écrouler, puis on va se mettre à se faire compter beaucoup trop de buts en désavantage numérique. Donc, certainement, il faut qu'on revienne sur la discipline là, au niveau des pénalités. Je pense qu'on en prend beaucoup trop du côté des Canadiens depuis le début de la saison. Ça ressemblait un peu à ça l'année passée, si je ne me trompe pas. Donc, je pense qu'il faut vraiment travailler là-dessus, mais pour l'instant, là, tant qu'il n'y a pas de blessure, on voit que le désavantage numérique est amplement capable de faire le travail. Là, je pense qu'on a un des meilleurs de la ligue, au moins top 5, là, si je ne me trompe pas. Présentement, On est deuxième présentement à Deuxième, 90,9% d'efficacité. Et au niveau, Donc, ça, de l'avantage, excellent. au niveau de l'avantage numérique, là, je compte vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On est 13e à 21,7% d'efficacité. Honnêtement, le désavantage numérique est très bon jusqu'à présent. Mais je pense que c'est beaucoup trop, là. C'est 48 minutes de pénalité depuis le début de la saison. C'est pas le plus haut taux. Si on regarde l'Utah, qui en a 85 depuis le début de la saison.
Mais quand même, là, je pense qu'il faut faire attention si on veut pas trop se tirer dans le pied. Là. Certainement. Donc, Christopher, t'as parlé là, d'un match où le Canadien a été là du début à la fin. Est-ce que on envoie le message aux dirigeants de l'équipe, aux partisans, suite à un match contre les Kings où on s'est pas présenté, qu'on a compris le message? Écoute, je pense qu'après le match des Kings, c'est sûr que certains dirigeants et partisans ont compris enfin qu'il faut se débloquer pendant les matchs. Je reviens sur la game encore d'une fois contre les Islanders 4-3. C'est pas si pire comme score, on part par un point. On a marqué 3 buts dans ce match-là. Ça l'a débloqué le Canadien un petit peu, je te dirais. De base, je te dirais que oui. Ça l'a bien été. Et le message a été clairement pris par l'organisation du Canadien. Les gars, le Canadien ce soir accueille les Rangers de New York. Mais juste avant, là, je veux qu'on fasse un peu là, un survol des statistiques chez le Canadien. La saison est tôt. Mais quand même, bon, là on a une fiche de 2, 3 et 1. 5 points, 6e dans l'Atlantique. Si on regarde ça là, vite au niveau des divisions, le Canadien est à 2 points de la 3e position, accédant aux séries éliminatoires. Encore là, c'est encore trop là, tôt. On a joué que 6 rencontres depuis le début de la saison. Au niveau des pointeurs chez le Canadien, Caulfield, premier, 6 buts, 1 passe, 7 points. Slavkovski, qu'on a l'impression que c'est tranquille, qu'il a un lent début de saison, 1 but, 5 passes, 6 points. Suzuki, 5 points. Matheson, 4 points. Caden Goulet, c'est 1 but, 3 passes, 4 points. Si on regarde jusqu'à présent, là, quelle est votre impression depuis les 6 premiers matchs canadiens? Quelle est votre surprise? Quelle est votre déception? À quoi on s'attend pour les prochains matchs, là? Ben, moi, ma surprise, c'est. On n'est pas tant surpris. On sait que Cole Caulfield, c'est un bon scoreur de but, mais 6 buts en 6 matchs, c'est incroyable comme début de saison. Donc, c'est une belle surprise. Moi, c'est peut-être un peu touché. Là. Je trouve que ma déception pour l'instant, c'est Suzuki. Je trouve qu'on le voit pas tant que ça. A ramassé, là, comme tu as dit, 5 points en 6 matchs, mais je pense qu'on s'attendait un petit peu plus en début de saison. Au-dessus d'1 point par match, peut-être pour commencer la saison. En s'attendant que ça ralentisse un peu, là, on projetait tout à peu près entre 85 et 90 points pour Suzuki cette année. Donc, on s'attendait clairement à un meilleur début de saison. Tu as dit, là, Slavkovski aussi, on dirait qu'on trouve qu'il paraît pas beaucoup. Peut-être que là, il est blessé, là, il va manquer une semaine. Peut-être qu'il était déjà blessé au début de la saison. Peut-être que ça a affecté son jeu un peu. Oui, a 1 but et 5 passes, mais si je me trompe pas, là, il y a plusieurs passes en avantage numérique. Et des passes secondaires là, sur des buts qui sont des points tout de même. Ça compte pour des points, mais c'est pas les jeux les plus spectaculaires. C'est pas lui qui fait les jeux. Je trouve que c'est ça la différence dans son jeu de l'année passée. L'année passée, on le voyait aller dans les coins, frapper, aller chercher la rondelle, puis faire des passes primaires sur des buts, qui manquent un peu depuis le début de la saison. Donc je dirais que Caulfield, c'est la plus belle surprise jusqu'à date. Slavkovski et Suzuki me stressent un petit peu. Puis j'ajouterais là, à mes belles surprises, on savait que Lehnoson allait être très bon offensivement, mais il me surprend d'une façon là, assez positive défensivement aussi depuis le début de la saison. Christopher, de ton côté, quelles sont tes surprises, tes déceptions et peut-être tes points d'interrogation? Moi, je pense que je vais être comme Cédric un petit peu. Cole Caulfield, 6 buts en 6 matchs. On peut l'applaudir, on peut y lancer nos chapeaux. Écoute, c'est pas tous les joueurs qui réussissent un tel exploit comme ça en début de saison. Marquer autant de buts en autant de matchs. 6 buts en 6 matchs. 1 but par match, c'est juste magique. Et comme Cédric l'a dit, Slavkovski et Suzuki pas tant de jeu de niveau. Mais oui, comme que Cédric a mentionné, on l'a perdu pendant une semaine, blessure à la jambe. Sinon, niveau défenseur, je sais pas, là, sûrement que je vais me faire lancer des cailloux, des roches avec ce joueur-là. Là, Mais un certain Mike Matheson. Moi, je vais t'en lancer un caillou parce que là, Slavkovski, c'est une blessure à l'épaule. C'est pas une blessure à la jambe. L'épaule. C'est pas à la jambe? Fait que là, moi, je te prends un caillou aussi. Je te l'envoie Et chez tu me vous. l'as. Ben, c'est Ah, pourtant, tantôt, j'avais lu à la jambe.
Non, mais ça date de l'entraînement d'hier. Là. Ils ont montré des vidéos. Il a pris un lancer puis il semblait être affecté à l'épaule. Donc, je pense que c'était une question de temps. Là. Aujourd'hui, en patinant solitaire avec Raphaël Harvey-Pinard qui était de retour là, sur la patinoire avec son équipement. Et ça en est suivi là, la mauvaise nouvelle. Mais je te laisse continuer. Là. C'était juste le caillou que je voulais t'envoyer. Ben, merci de m'avoir lancé le caillou. Écoute, on va se reprendre un peu. Mais, ok, effacez ça, mais là, merci pour le caillou. Écoute, écoute, c'est, en tout cas, mais Mike Matheson, cette saison, pour l'instant, il est pas dans le pic où c'est qu'il devrait être, produire de plus en plus, selon moi, là, où on a certaines opinions différentes. Mais, écoute, pour l'instant, c'est ça ma surprise. Cole Caulfield, 6 buts en 6 matchs, produit chaque match. Écoute, juste magique. Moi, je vais vous dire, Cole Caulfield, je ne suis pas surpris. Pourquoi? La saison passée, Cole Caulfield a débuté de la même façon. C'est suite, je pense, aux 10 ou aux 15 premiers matchs là, que ça s'est compliqué pour Caulfield. Donc, je suis content. Un gars qui est payé autant d'argent doit te donner du hockey, doit produire. Surtout un compteur comme Cole Caulfield qui semble avoir retrouvé la touche. Est-ce que c'est la confiance? Est-ce que c'est le fameux numéro 13? Est-ce qu'il est en mission pour Johnny Gaudreau? Je pense qu'il y a plusieurs points là, qui sont mis là-dedans. Est-ce qu'il s'est entraîné à fond de train tout l'été? Semble retrouver là, des atouts qu'il avait perdus. Est capable de placer la rondelle de des angles plus que restreints. Donc, je pense que c'est de bon augure pour le Canadien. Ensuite, le nom que tu as sorti, Cédric. Nick Captain Suzuki a des points parce que Caulfield produit. Mais je pense qu'au-delà des points de Caulfield, si Caulfield ne produit pas, Suzuki est un homme fantôme présentement. Où est Captain Silence? Parce que là, Captain Silence est vraiment silencieux. Là. On le voit pas sur la glace. Je sais pas si on le voit dans la chambre. Mais là, il est temps qu'il attache ses patins et qu'il retrousse ses manches parce que Captain Suzuki, présentement, c'est très, très, très difficile. Ensuite, en plus, là, Suzuki qui est supposé être un bon gars défensif, c'est fiche de -2 jusqu'à présent. Ce qui est pas totalement bon pour un gars comme Suzuki. T'as parlé de Mike Matheson, Chris. Mike Matheson, c'est tout le temps un défenseur qui est dans son pic plus la saison avance. Mike Matheson, présentement, de mon avis à moi, joue trop présentement. Et là, il y a des petits bobos qui ressortent peu à peu. Mike Matheson qui quitte par là. Mike Matheson qui revient par-ci. Faut faire attention, là. Il frôlait le 30 minutes. Il y a 2 games. C'est trop. C'est trop. Parce que là, Mike Matheson sort. Tu donnes 30 minutes à Lane Hudson. Non. Là, il faut que tu fasses attention. Mike Matheson peut te donner du très bon hockey. Mais il y a une limite à tout. Donc, Mike Matheson, pour moi, présentement, là, il est entre les deux. Avec le nombre de minutes qu'il me joue, j'ai rien à dire. Mais il faut faire attention, parce que si les bobos se mettent à sortir, Mike Matheson, il y a un antécédent. Mike Matheson est fait en mousse de combine. Si on lui donne des 30 minutes par game, il va falloir y coller du papier bulle, d'un pad puis des épaulettes, parce que ça va commencer à faire mal. Des patins. Ma surprise, présentement, c'est Emil Heinemann. Emil Heinemann joue du hockey de confiance. A un lancé des ligues majeures, puis on l'a vu à quelques occasions. Donne du très bon hockey, Emil Heinemann. Un gars qui est dans l'ombre, mais qui, pour moi, depuis son arrivée avec le Canadien, je le dis, c'est notre Philippe Danault moins offensif, c'est Jake Evans. À quel point Jake Evans fait du bon travail. À 5 contre 5 et en désavantage numérique, quand tu as besoin des mises en jeu importantes, Jake Evans est là. Jake Evans, 3e ou 4e centre, pour moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est probablement le gars que tu veux pendant 82 matchs. Comme j'ai dit, c'est pas le gars le plus offensif, là. A seulement 2 points en 6 matchs, puis il est pas là pour ça. Mais dans un rôle de profondeur, Jake Evans, pour moi, là, depuis son arrivée avec le Canadien, c'est une de mes surprises. Ce gars-là joue à tous les matchs, se présente à tous les matchs,
est là pour les médias, est là pour les partisans. Il se cache pas. Quand il y a quelque chose à dire, il le dit. Puis honnêtement, j'adore ce gars-là. Un gars qui est dans l'ombre, mais que tu vois qu'il travaille similaire à la saison passée avant que ça dérape après les fêtes, c'est Josh Anderson. Josh Anderson est là, il est présent. Même chose pour Brendan Gallagher, qui honnêtement, là, Brendan Gallagher, on dirait qu'on retrouve celui qui était dans son pic. Donc j'aime beaucoup. Le gars qui me met dans son interrogation, mais je pars pas en peur. Il a pas joué la saison passée. La saison d'avant a été blessé. C'est difficile pour lui depuis son arrivée dans la Ligue nationale. C'est Kirby Dach. On voit des belles choses. On voit des choses un peu plus difficiles. Il tente de retrouver son hockey IQ qu'il a pas perdu, mais il faut lui donner du temps. Je veux vous entendre sur Kirby Dach. C'est quoi votre impression jusqu'à présent? Il y a deux mots, là. Il joue avec Armia et Newhook depuis le début de la saison. C'est pas favorable qu'il envoie la rondelle à droite ou à gauche. C'est pas nécessairement la bonne personne à qui donner la rondelle. J'ai rien contre Newhook. J'espère qu'il va faire partie du top 9 du Canadien quand les Canadiens vont être en compétition pour une Coupe Stanley. Je pense pas que c'est un gars de deuxième trio pour une équipe là, de niveau de championnat. Là, on va voir cette semaine. On a 3 matchs. Les Canadiens jouent 3 matchs cette semaine. Slafkovsky absent pour la semaine. C'est Dach qui prend sa place à l'aile droite sur le premier trio. Donc, je pense que ça va être le vrai test pour Dach cette saison. Sinon, tu l'as bien mentionné, là, Emil Heineman m'impressionne beaucoup depuis le début de la saison. Si Dach ne fonctionne pas, moi, j'essayerais Heineman sur le premier trio, honnêtement. Là. Mais je pense que ça va se placer pour Dach. J'ai aimé aussi que tu mentionnes Gallagher, qui est toujours fidèle au poste, travaille fort, travaille dur. C'est un petit bonhomme, mais il est tout le temps devant du but, il se fait brasser, il se fait frapper. Toujours là. Il avait bien fini la saison. Ça a été difficile pour Brendan Gallagher dans les dernières années. Il a tombé beaucoup sur la tête, a subi beaucoup de blessures, notamment à sa main. Absolument. La même main à plusieurs reprises. Semble être rétabli à 100%. Est en confiance, retourne devant le filet, travaille pour aller chercher les rondelles. Est-ce qu'on a finalement retrouvé notre bon vieux Brendan Gallagher? Ben, je pense que oui, puis je pense que c'est de la fin de la saison dernière, là, si je ne me trompe pas, on avait vu la statistique, là, ça faisait 7 buts dans ces 7 derniers matchs, après 2 matchs cette saison, donc les 5 derniers matchs de la dernière saison avaient marqué 1 but par match. Donc je pense qu'on a le Brendan Gallagher des beaux jours, puis je veux juste rajouter un nom, là on parle de plein de joueurs pendant qu'on est là, je pense qu'on n'en a pas tant parlé la semaine passée de Oliver Kapanen qui est encore impressionnant et sorti. On l'avait oublié là, dans tous les espoirs du Canadien avant le camp d'entraînement, est arrivé au camp d'entraînement des recrues, a été un des meilleurs joueurs sur la glace tout le long du camp, a été un des meilleurs, je pense que c'était le meilleur pointeur du Canadien en pré-saison au total. Il se ramasse là, présentement sur un deuxième trio, je pense, cette semaine, là, encore une fois à cause de la blessure à Slafkovsky. Il prend la place à Dach sur le deuxième trio. Bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. J'aimerais qu'on mette Heineman à ses côtés à la place d'Armia. Beaucoup de difficultés avec Armia en offensive. Très, très, très solide défensivement, mais en offensive, ça donne pas grand-chose sur un deuxième trio pour moi. Là. Donc, je vais laisser la parole là, à Christopher si tu as d'autres commentaires là-dessus. Je pense que tu as tout dit à propos de la situation présentement. Dach à soir, sur le premier trio avec Suzuki, Caulfield. Écoute, comme tu dis, c'est un test pour lui. Sinon, c'est juste ce que j'ai à dire. Tu as pas mal dit tous les points importants en lien avec cette situation-là. Je vais te poser une question, Chris, avant qu'on mette la table rapidement là, sur le match Canadien-Rangers. Kaiden Goulet, jusqu'à présent. Parle-moi de Kaiden Goulet. Des hauts et des bas, selon moi. Mais sinon, qu'est-ce que j'aime de chez lui? Il rentre à quel âge, ce gars-là? Il doit avoir 21 ans. La vingtaine à peu près. C'est un 2002, un jeune comme lui donc il a 22 ans environ. 22 ans Kaiden Primo. 22 ans Kaiden Goulet. Quand c'est pas Zach Collaros et Cody Fajardo, ça va être Primo et Goulet. Ça y est. Oh là là. Je m'en sortirai pas. T'inquiète, on est mardi, c'est correct. Mais un jeune comme lui qui performe quasiment, je dis performe, il s'améliore. Ça va le développer de plus en plus pour le restant de sa carrière, puis le restant de ses matchs. Sinon, le seul mot que j'ai à dire pour lui, un bon développement depuis qu'il joue ces minutes qui est offert à lui. Les gars, rapidement, Canadiens Rangers, à quoi on doit s'attendre de la rencontre et quelle est votre prédiction? Christopher, j'y vais avec toi.
Ma prédiction, elle sera pas facile. Écoute, deux clubs qui essayent de gagner ce soir. Mais on va y aller avec une victoire des Rangers 5-3 ce soir. Les Rangers, à moins les Rangers qui se sont déjà inscrits au pointage là, avec moins d'une minute là, de jouer dans la période. Là, c'est Mika Zibanejad qui vient d'ouvrir le bal là, 1-0. Ouais, comme que je dis, 5-3. Sinon, ma carte Uno, ma carte reverse, si ça va sur le Canadien, on dira pas non plus. Mais sinon, à soir, je m'attends du jeu robuste comme qu'ils ont fait contre les Islanders de New York. Un bon match. Puis, bon match tout le monde. Cédric? Ouais, je m'attends pas à une victoire du Canadien non plus. Les Rangers qui sont une des meilleures équipes depuis le début de la saison. Artemi Panarin, un des meilleurs pointeurs de la ligue, si c'est pas le meilleur présentement. Là, je suis pas tout à fait certain. Mais ouais, je pense que les Rangers vont l'emporter. Je pense, comme Chris, que ça va être dans le coin de 5-3, peut-être 6-4. Je pense que les Rangers sont capables de compter beaucoup de buts. J'aimerais ça voir les Canadiens aller chercher 4 buts, là, même si on perd le match. J'aimerais ça voir Caulfield continuer de compter des buts. Mais je m'attends pas nécessairement à une victoire du Canadien ce soir. Je dois me pencher vers vos deux avis, messieurs. Pas le choix. Défaite du Canadien ce soir aux mains des Rangers. Les Rangers qui vont l'emporter 5-4. Et on parlait là... J'ai parlé de Mika Zibanejad. J'adore ce gars-là, Mika Zibanejad, et je crois qu'il va faire mal aux Canadiens ce soir. Donc, mesdames et messieurs, c'est ce qui conclut la soirée du podcast en ce 22 octobre 2024. À mon nom, Marc-Olivier, celui de Christopher Nain et Cédric Paquette, votre voix mielleuse. On vous souhaite une excellente fin de soirée et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Robidoux vers Duguay. Duguay attend patiemment. Vers Robidoux. Un tir! Un but! Jean-Simon! Robidoux! Bidou! Et Jean-Simon Robidoux à la mise en jeu. La mise en jeu, c'est Franciscaise qui s'est loué sur la balle. Attention sur le bord de Robidoux. Franciscaise!